痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se prosse et aujourd'hui au programme, on va reparler des duos de l'Akatsuki. Ah merci. La semaine dernière, on a classé les différents duos de l'Akatsuki qu'on a eu dans le manga et on a jugé de leur efficacité, de leur cohérence et on a vu lesquels étaient les meilleurs et évidemment lesquels étaient les pires. Sauf que là, va falloir qu'on se dise la vérité. Les différents duos de l'Akatsuki, du moins les principaux, ont tous été plutôt bons. On comprend à chaque fois pourquoi chaque ninja était placé avec son partenaire et on peut toujours imaginer des combinaisons possibles, des formations à mettre en place, etc. Et ça, faut le mettre au crédit du chef de l'Akatsuki qui a dû réfléchir à ça, qui a dû se demander comment constituer les meilleures équipes possibles afin de réaliser au mieux l'ambition du groupe. Mais petit point scénario s'impose. L'Akatsuki est un regroupement de différents ninjas renégats venus de partout dans le monde. Le but de cette organisation est de créer une arme de destruction dissuasive ou de pouvoir utiliser un genjutsu capable d'apporter la paix dans le monde. Bon après ça dépend de qui vous considérez être le chef de l'Akatsuki, mais ce sera pour une autre vidéo. Bref, afin de réaliser l'un de ces deux objectifs, il fallait capturer les bijoux. Sauf que pour capturer ces bijoux, il fallait mettre au point un plan d'action assez structuré parce que c'est assez difficile à mettre en œuvre au vu de la situation dans le manga. Pour la faire assez courte, il fallait gagner de l'argent via les différentes missions mandatées par des tiers afin d'avoir la possibilité de s'équiper et de récolter des infos sur la localisation des bijoux. Ensuite, il fallait partir à l'assaut du bijou ou du Jinchuriki, lui démonter le kiwi, le ramener vivant dans les locaux, le sceller, recommencer jusqu'à avoir les 9. Une fois les 9 récoltés, le but final peut être atteint et blablabla, c'est la paix dans le monde. Ce plan nécessite donc de savoir un petit peu tout faire puisque les missions proposées par les tiers sont ultra variées. Ça peut être de la récolte d'informations, de l'assassinat, de la filature, de la capture, bref ça peut être vraiment n'importe quoi. Et pour la capture du bijou, c'est pareil. En fonction de qui est en face, de la localisation, de la défense qu'il aura autour de lui ou autre, le Jinchuriki ou le bijou sera unique dans la capture. Capturer Shukaku, le bijou de Gaara qui protège son village, est différent de capturer Sambi qui se cache en plein milieu de l'océan. C'est évident. Du coup, que ce soit les différentes missions proposées ou la capture du bijou, ça nécessite de savoir un petit peu tout faire pour être adapté à toute situation. Et fort heureusement pour le chef de l'Akatsuki, cette organisation est composée de ninjas vraiment très puissants au point d'être une menace sérieuse à l'équilibre du monde. Rien que ça. Mais revenons au sujet. Obito, Pain et Conan, donc les trois dirigeants entre guillemets de l'Akatsuki, ont dû créer des équipes de 2 afin de remplir les différentes missions proposées. Il fallait donc créer des duos dont les capacités étaient relativement harmonieuses, c'est-à-dire qui collaient bien avec celles de l'autre. Par exemple, Maître Itachi, un ninja capable de one-shot quasi tout le monde mais qui n'a pas les ressources suffisantes pour le faire à sa guise, avec Kisame, un ninja qui possède justement des ressources quasi limitées et c'est un excellent plan. Kisame pouvait gérer la partie préparation du terrain tandis qu'Itachi pouvait capitaliser sans trop de problèmes en prenant appui sur les différentes ouvertures créées par son partenaire. C'est ça l'harmonie des styles. Et en plus de l'harmonie de style, il a fallu également placer les membres de l'Akatsuki en équipe avec quelqu'un dont le caractère colle suffisamment bien pour qu'ils ne s'entretuent pas. Placer Deidara et Sasura en équipe peut être vu comme moyen vu que les deux ont une conception assez différente de l'art et qui peuvent clairement se déconcentrer pour se clasher en plein combat. Donc il fallait réussir à faire coexister deux ninjas dont la personnalité peut être problématique. Ça reste des renégats et pour certains c'est carrément des psychopathes donc ils ne pouvaient pas être placés n'importe comment. Le trio Obito, Pain, Conan a donc dû analyser les capacités de chacun et leur personnalité et ils ont créé des équipes tirant parti au maximum de leur alliance. Et c'est là que l'intérêt de cette vidéo prend tout son sens. Aujourd'hui on va tout simplement se mettre à la place du chef de l'Akatsuki et on va essayer de créer nous-mêmes les différentes combinaisons en cherchant l'harmonie niveau capacité et niveau personnalité. Mais évidemment, comme j'ose toucher aux saintes écritures de Naruto, je me dois de rappeler 2-3 petites choses avant. Tout d'abord, moi, Aspros, trouve que les duos de base sont excellents. Les personnages vont vraiment bien ensemble du point de vue narratif, du point de vue de l'harmonie des styles et je doute que mes combinaisons auront le même impact dans vos têtes que celles du manga. Sauf que c'est pas le but. Mon but à moi c'est vraiment d'analyser strictement les compétences et la personnalité de chacun et de créer de nouveaux duos capables de gérer le plus de situations possible. Rien de plus. Cette vidéo ne s'inscrit pas dans la continuité du manga, donc on en fait ce qu'on veut. C'est pourquoi je vais m'imposer la règle de ne pas utiliser un duo déjà existant malgré que certains collent parfaitement ensemble, genre Hidan et Kakuzu. C'est vraiment pour pousser l'analyse à fond. Et l'autre point, ce sont les personnages utilisés. Dans notre analyse, on fera référence aux 5 duos principaux de l'Akatsuki qu'on a eu dans le manga, donc Pain et Conan, Itachi Kisame, Deidara et Sasori, Hidan et Kakuzu, et Tobi et Zetsu. Les membres lambda, genre Juzo et les anciens partenaires de Kakuzu, on s'en fout. Ça n'aurait pas grand intérêt de les placer ici, ça déséquilibrerait l'analyse. Orochimaru et Taka auraient pu être placés également, mais ça coince niveau temporalité. Mais promis, si un jour on fait un épisode 2, on les prendra en compte. Du coup, imaginez que je devienne le chef de l'Akatsuki et que je décide de mixer tous les duos du manga afin de trouver d'autres combinaisons. C'est d'ailleurs ce que je vous invite également à faire avant de passer à la suite, histoire de ne pas être influencé par mes choix et on en discutera en commentaire. Bon courage à vous. Et puisque j'entends dans l'oreillette que cette intro est déjà beaucoup trop longue, on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, nous avons un duo qui est, sur le papier, plutôt lambda, mais qui va bénéficier d'un sacré boost dû à leur travail d'équipe, Deidara et Zetsu.
Oui, je suis parfaitement sérieux et je vous assure que ce duo serait monstrueux tout de même. Deidara a un style assez intéressant dans le sens où il se bat en utilisant de l'argile explosif. Il crée des bombes à partir de l'argile et les lance sur son adversaire à moyenne et longue distance. Il peut même utiliser une grande quantité d'argile pour créer des bébêtes volantes et devenir ultra galère à toucher vu que gérer un adversaire volant, c'est tendu. Zetsu, quant à lui, est composé de deux entités. D'une part, Zetsu blanc qui a la capacité d'être plusieurs, d'absorber le chakra et de le redistribuer, et d'autre part, le Zetsu noir qui a la capacité d'utiliser du Mokuton plutôt défensif, mais qui est surtout le cerveau des deux. Donc, Deidara, l'un des membres les plus faibles du groupe, en équipe avec le plus faible du groupe. Ça semble pas être une super idée sur le papier, hein. Eh bien laissez-moi vous prouver le contraire en quelques minutes. En fait, Deidara n'est pas forcément fait pour le travail d'équipe de base. Lorsqu'il utilise ses bombes, elles explosent. Ah si, je vous le jure. Et les bombes font mal, peu importe qu'il s'agisse d'un allié ou d'un ennemi. Vu que Deidara se bat à distance, si son partenaire se trouve dans la zone d'explosion des bombes, il sera bloqué. Soit il fait exploser les bombes et dans ce cas-là, son partenaire risque ses fesses, soit il ne les fait pas exploser et ça lui fait rater une opportunité de capitaliser. Son partenaire doit donc être apte à les esquiver, à les tanker ou à trouver une alternative. Et c'est là que Zetsu est vraiment adapté pour être son partenaire. Les Zetsu blancs peuvent clairement être détruits sans que ça ne pose problème vu que d'autres clones peuvent être créés. Du coup, Deidara peut spammer le terrain de bombes et faire exploser les Zetsu au besoin qui agiront comme une sorte d'appât. Ils font sur l'adversaire qui sera occupé avec eux, même s'ils sont démontés, et Deidara le snipe à distance. Aussi, on a vu que Deidara est capable d'immobiliser un adversaire avec des serpents d'argile. Et si l'adversaire est immobilisé, les Zetsu blancs peuvent lui voler son chakra. Donc soit ils servent d'appât, soit ils servent à handicaper sévèrement l'ennemi pour que Deidara le finisse. Bon après, évidemment que plus il y aura de Zetsu blancs sur le terrain, plus cette stratégie sera efficace. Mais ça reste une stratégie plutôt viable et ramener une grande quantité de Zetsu avec lui ne doit pas poser problème. Concernant le Zetsu noir, lui pourrait retenir en parallèle ses adversaires grâce au Mokuton et laisser Deidara les faire exploser, ou simplement laisser les Zetsu blancs absorber le chakra adverse, potentiellement même pour le donner à Deidara. Et d'ailleurs, les Zetsu ont la capacité de se mouvoir sans problème sous terre, ce qui pourrait leur permettre d'échapper aux explosions. Les Zetsu blancs n'en auront pas forcément besoin au combat vu qu'ils vont majoritairement servir d'appât, mais le Zetsu noir pourrait rester safe à distance pour immobiliser son adversaire et laisser Deidara le finir. On peut même imaginer que les Zetsu placent des mines explosives de Deidara sous terre comme l'a fait Toby, ceux qui bloqueraient l'adversaire entre un Deidara qui contrôle les airs, les Zetsu qui l'empêchent de bouger sur terre et les mines qui explosent sous terre. Imaginez la pression. Deidara va donc être extrêmement libre d'attaquer sans retenue et sans se soucier du bien-être de ses partenaires, ce qui est plutôt intéressant au vu de son style de combat. Zetsu va être le soutien idéal pour Deidara qui va apparaître comme le boss ultime tellement cette combinaison serait avantageuse pour lui. Mais concernant les autres missions, ça devrait aller sans problème. Tout ce qui va toucher aux infiltrations, aux récoltes d'informations, etc., ça va être du gâteau. Non, pas celui-là. Zetsu peut se mouvoir sous terre et est quasi invisible pour les ninjas lambda. De plus, il peut prendre l'apparence de quelqu'un et copier son chakra pour que l'illusion soit parfaite. En parallèle, Deidara peut voler, donc il peut couvrir de longues distances rapidement tout en étant assez éloigné pour ne pas se faire repérer. Et les Zetsu peuvent se séparer et communiquer entre eux à distance, donc Zetsu noir sur le pigeon volant avec Deidara a donné les infos sur la situation et ils interviennent au besoin. Et là, vous allez me dire, oui mais Deidara s'est directement fait repérer quand il a infiltré Suna, donc il n'est pas bon dans le domaine. Eh bien, oui, c'est vrai. Deidara, même si ses capacités peuvent être pratiques, s'est fait repérer rapidement. Mais là, il est allié à Zetsu noir, donc l'une des entités les plus intelligentes du manga. Et évidemment qu'il va pas se faire repérer en 2 secondes, bien au contraire. Deidara sera l'usine à ressources, Zetsu blanc le soutien et Zetsu noir le cerveau. À eux trois, très peu de missions ne pourraient pas être accomplies, voire aucune en vérité. Les infiltrations, les assassinats silencieux, les captures, les repérages, tout est possible dans ce duo. L'intelligence de Zetsu noir combinée aux capacités de soutien de Zetsu blanc seront un atout ultra précieux pour Deidara. Maintenant, niveau personnalité, ça devrait aller également. Zetsu noir est assez sérieux, donc il ne risque pas d'énerver plus que ça Deidara. Zetsu blanc, quant à lui, risque d'être plutôt comme Toby, donc va y avoir la bagarre. Sauf que là, Zetsu noir sera là pour tempérer la situation et les missions seront accomplies, peu importe la forme, la localisation, les circonstances, etc. Mettre Deidara avec Zetsu est à mon sens un excellent moyen de tirer pleinement profit des capacités limitées de Zetsu au combat, tout en boostant à l'extrême un personnage à la force relativement limitée comme Deidara. Je dis relativement parce que ça reste un monstre de puissance, mais en comparaison avec les vrais monstres de l'Akatsuki, il fait un petit peu pas le figure. Mais bref, ce duo est excellent selon moi. Du coup, duo suivant, Kisame avec Sasori. Bon, là on est déjà sur 2 ninjas globalement plus puissants que Deidara et Zetsu en individuel, mais c'est surtout leur complémentarité qui m'intéresse ici. Kisame se bat via différents types de suiton dont la portée et les effets sont variables. Il peut utiliser des attaques pour blesser, mais également pour emprisonner ou voler le chakra adverse. Sasori, quant à lui, est un marionnettiste qui se bat à distance en envoyant en première ligne ses pantins. Il peut en envoyer 100 d'un coup, utiliser un poison qui paralyse quasi instantanément, et utiliser la limaille de fer pour des attaques qui blessent et dont la portée fluctue en fonction de la situation. Les deux peuvent donc gérer la courte, la moyenne et la longue distance via leur jutsu, et on ferait face à un duo ultra dur à gérer pour plusieurs raisons. Déjà, imaginez 100 marionnettes sur le terrain capables de découper façon sashimi, d'empoisonner ou de limailler sa proie. Oui,
Imae n'existe pas, mais vous avez capté l'idée. De plus, Sasori, grâce à son corps de marionnette, peut également boxer ses adversaires au corps à corps. Dites-vous que niveau pression, c'est tendu. Faut être capable de gérer un petit peu partout face à un adversaire qui peut one-shot. Mais en plus de ça, il y aurait un mec avec une endurance digne d'un Jinchuriki capable de spammer des suitons dans tous les sens et des suitons à effet, genre qui absorbe le chakra ou qui emprisonne. Réussir à survivre à ces deux individualités qui balancent la sauce, c'est tendu. Mais ce qui est encore plus tendu, c'est si leurs capacités se combinent. Imaginez si Kisame utilise sa grande bulle d'eau. En temps normal, cette technique ne s'adapte pas forcément en équipe vu que son partenaire serait également privé d'oxygène et aurait ses déplacements ralentis. Sauf que Sasori a un corps de marionnette donc il n'est pas censé avoir besoin de respirer. Du coup, lui pourrait rester indéfiniment dans cette bulle et c'est même fortement possible qu'il puisse se déplacer aussi vite qu'avant, ou du moins déplacer ses marionnettes aussi vite qu'avant vu que ce sont juste des fils de chakra qui les font avancer. Et vu que les deux seraient en équipe, je pense que Sasori pourrait mettre au point une marionnette aquatique histoire de ne pas être gêné par le style de Kisame. Donc imaginez juste deux ninjas de leur niveau se battre dans un endroit où vos mouvements à vous sont limités tout en étant en manque d'oxygène. Ça paraît presque infaisable. Déjà que survivre face à Kisame en solo dans ce type d'environnement c'est tendu, mais alors là c'est quasi mission impossible. Concernant les différents types de missions, les deux sont plutôt bons. Kisame a déjà montré être capable de placer une fille dans un genjutsu pour occuper un ennemi et ça reste un ninja des forces spéciales de Kiri donc ça ne rigole pas. C'est évident qu'il est formé pour exécuter certaines missions sans faire de vagues. Sasori, lui, a tellement moyen de faire ce qu'il veut avec ses marionnettes qu'un monde de possibilités lui est permis. De plus, il peut également contrôler les ennemis via ses fils de chakra, donc pour les faire parler, ça doit être infernal. Du coup, peu importe le type de mission, il devrait être capable de se débrouiller. Ce sera pas le duo le plus efficace pour infiltrer un village par exemple, mais en moyenne, il devrait pouvoir tout faire. Par contre, là où ils vont être démoniaques, c'est dans les affrontements directs avec un adversaire pour l'éliminer ou le capturer. Kisame est très adapté pour capturer une cible sans la tuer, et Sasori peut juste le ligoter via ses fils de chakra et c'est finito les Naruto. Niveau entente, là encore, je pense que ça devrait aller. Sasori et Kisame restent deux ninjas assez chill en vérité. Du moment que l'un ne va pas poser problème à l'organisation, tout devrait aller. Ils sont assez fidèles au groupe, donc ça me semble plutôt correct de penser qu'une bonne entente peut être installée. Je doute qu'on atteigne le stade d'amitié Itachi-Kisame, mais les deux vont au moins se respecter et s'entendre sans trop de problèmes. Et du coup, ce duo serait super efficace pour la capture et l'assassinat, il y aurait une bonne entente, une bonne synergie des capacités, c'est même l'un des duos les plus probables du manga quand j'y pense. En vrai, il semble pas farfelu, il est même assez équilibré. Si Pain avait décidé de les placer ensemble, personne n'aurait moufté. Donc ne mouftez pas. Et oui, je pense ne pas avoir besoin d'expliquer pourquoi ce duo est monstrueusement cheaté dans absolument tous les sens du terme. Et en plus, j'ai même le droit de les mettre ensemble vu qu'ils n'ont jamais été un duo au sein de l'Akatsuki, ils ont juste fait alliance pour les Uchiwa mais pas sous l'égide de l'organisation. Donc ça passe. Bref. Pourquoi les mettre ensemble créerait le duo le plus cheaté de toute l'histoire de cette organisation sans aucun doute et probablement l'un des duos les plus fumés de l'histoire de Naruto? Ouais, à ce point-là. Bah en fait, le simple fait que ce soit deux Uchiwa est déjà un sacré argument, mais le fait que ce soit deux Uchiwa aussi différents les rend ultra complémentaires. Que ce soit Itachi ou Obito, ils savent absolument tout faire. Ninjutsu d'Uchiwa avec des katones de l'espace, Taijutsu en mode patate de manouche, Genjutsu capable de contrôler à peu près n'importe qui ou quoi, à peu près 650 points de QI à eux deux, et la capacité d'utiliser le Sharingan et tous ses dérivés. Itachi avec des attaques one-shot, et Obito avec une défense quasi impénétrable. Pourtant, aussi bon soit-il, ces deux-là possèdent chacun un défaut de taille. Itachi ne peut pas utiliser ses principales compétences trop longtemps à cause du coût excessif en chakra, et Obito n'utilise qu'une seule véritable attaque pour vaincre ses adversaires. Bon après qu'on soit d'accord, c'est largement suffisant contre une bonne partie du roster, mais en étant à deux, ils vont virtuellement annuler ses défauts. En étant en équipe avec un mec comme Obito, Itachi n'aura pas besoin de préparer lui-même le terrain en consommant son précieux chakra. Obito est un monstre d'endurance grâce aux cellules d'Hashirama, il est presque intouchable grâce au Kamui qu'il peut spammer. Et même dans le cas où il se fait toucher, il se soigne en permanence et sans exécuter de Mudra. Du coup, Itachi n'aura pas à foncer au premier plan et à subir la majorité des offensives ennemies, vu qu'Obito sera là pour alléger au maximum sa consommation de chakra. Le où les adversaires vont galérer à outrepasser le Kamui, et Itachi sera beaucoup plus libre d'agir à sa guise. Et croyez-moi, un Itachi qui peut préparer le terrain en retrait quelques instants est bien plus dangereux que Shikamaru. En utilisant cette stratégie, Itachi, via ses techniques one-shot, va venir combler le seul réel défaut d'Obito, son attaque. Alors oui, quand il utilise son Kamui pour attaquer, il peut one-shot sans tenir compte de la durabilité ennemie. Mais faut reconnaître que dans certaines situations et face à certains adversaires, c'est difficile à utiliser. Genre face à un adversaire plus rapide que lui, Obito va galérer à utiliser son Kamui vu que ça nécessite un contact physique. Ou alors, face à un adversaire qui joue sur la distance et qui arrive à esquiver les attaques téléportation d'Obito, ça risque d'être compliqué de gagner uniquement via le Kamui. Et oui, Obito peut faire autre chose, mais il utilise majoritairement le Kamui. Mais bref. Si Obito gère la partie ressource, c'est-à-dire qu'il part au front pour laisser le temps à Itachi de lancer une de ses attaques one-shot comme Totsuka, Tsukuyomi ou Amaterasu, alors son défaut serait comblé. Combien de ninjas sont aptes à gérer ces trois attaques de base? Pas grand monde. Et parmi ce pas grand monde, combien sont capables de les gérer alors qu'ils sont concentrés sur un mec qui possède le Kamui?
Bah, le pas grand monde se transforme en quelques exceptions. Très peu peuvent gérer ce genre d'attaque lancée quand la garde sera baissée. Du coup, Itachi n'aura pas à spammer son Mangekyou Sharingan vu qu'Obito fera le travail au premier plan et il va pouvoir utiliser l'intégralité de son chakra dans les offensives. Obito, quant à lui, pourrait avoir un soutien afin de gérer les adversaires plus rapides que lui et qui possède des pouvoirs particuliers pour le contrer. Mais outre l'aspect très classique de leur style de combat combiné, il y a plus. Obito et Itachi sont tous les deux des Uchiwa qui maîtrisent les techniques secrètes du clan et qui ont une vaste connaissance sur comment fonctionnent leurs yeux. Imaginez donc une situation où Itachi et Obito préparent Izanami en sachant qu'ils connaissent tous les deux cette technique. L'un va pouvoir enregistrer les événements pendant que l'autre va faire danser son adversaire histoire de recréer les mêmes événements en boucle. Ce serait catastrophique. Niveau intelligence, les deux vont clairement réussir à trouver le point faible de l'adversaire et ce sera pas un duo si déséquilibré que ça. Alors non, Itachi n'est pas au niveau d'Obito de base, mais en équipe avec un partenaire suffisamment capable, Itachi serait au moins aussi dangereux que lui. Et inutile de préciser que l'intégralité des missions possibles et imaginables serait ultra facile pour eux. L'infiltration, la récolte d'informations, les assassinats, les captures, les négociations, etc. Il n'y a pas un domaine dans lequel le Sharingan ne serait pas pratique ici. D'autant plus qu'Itachi a fait partie de l'embout, donc il doit être formé à pas mal de situations. Et Obito, n'en parlons même pas. Par contre, là où ça peut pêcher un petit peu, c'est niveau entente. Si on reprend le manga, les deux avaient une relation très particulière, à la limite de la tension permanente. Itachi a tout fait pour éliminer Obito, et Obito voulait utiliser Itachi pour son projet Œil de la Lune. Les deux ne sont donc pas potes ou autres, et je pense même qu'on peut dire qu'ils ne s'apprécient pas. Par contre, lors d'une mission, les deux collaboreraient sans doute, mais je mets tout de même quelques réserves vu que ça me choquerait pas qu'Itachi veuille éliminer Obito pendant une mission sans que personne ne le sache. Ce serait compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'on est sur quelque chose que le personnage pourrait vouloir faire. Donc attention à la trahison d'Itachi. D'autant plus qu'il a l'habitude de massacrer des Uchiwa. Je dis ça, je dis rien. Mais globalement, cette équipe est archi fumée, je pense que ces deux-là suffiraient à retourner n'importe quel village, n'importe quel duo de l'Akatsuki, ou même quasi n'importe qui en général en fait. Faudrait vraiment aller chercher des ninjas genre Hashirama pour les arrêter tellement ils seraient fumés à deux. Bon, celui-ci était celui qui me semblait le moins intéressant sur le papier, mais qui fonctionne à 100%. Papier 100%. Il est marrant à ce pros quand même, hein. Bref, ce duo est vraiment cool et je vais vous le prouver. Hidan se bat exclusivement au corps à corps avec sa faux afin de récupérer le sang adverse. Dès qu'il l'a obtenu, il dessine un cercle sur le sol et engage un rituel. Dès lors, s'il s'automutile, l'adversaire va subir les mêmes dégâts qu'Hidan, mais contrairement à lui, il n'a pas un corps immortel. Ça fait que si Hidan se transperce le cœur, seul l'adversaire va y passer. Son objectif dans un combat est donc de faire couler le sang ennemi. Retenez bien cette info. Conan, quant à elle, se bat en se changeant en papier en les modelant selon sa convenance. Soit elle crée des armes, soit elle capture sa victime, soit elle utilise des parchemins explosifs. Notez également qu'elle peut voler, ce qui ajoute une certaine difficulté pour la gérer. Mais du coup, comment ça se fait que je les ai placés ensemble? Bah, en vrai, leur style s'adapte plutôt bien à celui de l'autre. Déjà, le fait qu'Hidan ne soit compétent qu'au corps à corps le limite sérieusement niveau polyvalence, et le fait que Conan n'utilise pas de corps à corps devrait montrer qu'elle n'est pas très adaptée dans le domaine. Du coup, on met un expert du corps à corps avec une experte de la distance, et ça ne peut donner qu'un bon combo. Mais croyez-moi, il y a moyen de faire des dingueries. Vu que le corps d'Hidan est immortel, on peut clairement imaginer des situations où Conan place un ou deux parchemins explosifs sur Hidan qui font sur l'adversaire au corps à corps. Dès qu'Hidan est suffisamment proche de son adversaire, Conan le fait sauter. Hidan va survivre, pas son adversaire. Après oui, il faudrait faire gaffe à ne pas éparpiller Hidan comme face à Shikamaru, mais ne serait-ce qu'un parchemin pour créer l'ouverture qu'Hidan attendrait. Et dès lors que le sang est pris, le match est terminé vu que Conan pourrait protéger Hidan le temps du rituel. Mais ce n'est pas tout. Conan pourrait également récolter le sang via ses papiers, parce que le papier, ça coupe. Et ouais, bien que le papier puisse sembler lisse à l'œil nu, à un niveau microscopique, sa surface est en réalité composée de fibres de cellulose entrelacées. Lorsque vous déchirez ou coupez du papier, les bords résultants peuvent sembler tranchants en raison de la façon dont ces fibres se séparent. Dans ce cas-là, vous rompez les liaisons entre les fibres de cellulose. Si la force exercée est suffisamment grande et précise, cela peut créer des bords pointus qui semblent coupants. De plus, les bords des coupures ou des déchirures peuvent être relativement irréguliers à l'échelle microscopique, ce qui peut également contribuer à la sensation de netteté. Bref, c'était pour dire que le papier, ça coupe. Si Conan spamme son adversaire de papier, ça peut le couper et le faire saigner. Le papier va alors s'imbiber de sang et Conan pourra juste le récupérer à distance et l'offrir à Hidan pour son rituel. Si les deux se battent en tandem pour récupérer ne serait-ce qu'une goutte de sang, alors imaginez l'efficacité de ce duo. D'autant plus que Conan est montré comme quelqu'un de très réfléchi, ce qui va combler l'attitude tête brûlée d'Hidan. Niveau diversité des missions, ça peut aller, mais c'est surtout grâce à Conan. Conan peut s'infiltrer relativement facilement dans les coins et recoins, elle peut interroger son adversaire, le capturer, bref, elle peut en faire ce qu'elle veut. Mais Hidan, lui, c'est un petit peu plus complexe. Donc en gros, s'il y a une mission de ce type, Hidan ira siroter un verre au bar pendant que Conan va au charbon. Ou alors il fera diversion en faisant... son Hidan ? Vu sa personnalité, il va forcément attirer l'attention de tout le monde dans tous les cas. Niveau entente entre les deux, j'avoue que je serais un petit peu curieux de savoir ce qui se passera entre eux. Hidan ne vit que pour son dieu Jashin, donc être avec Conan, la messagère d'un dieu autoproclamé, ça fait moyen. Et comme j'arrive clairement à imaginer Hidan faire des avances à Conan, je vous laisse deviner le massacre. Mais en tout cas, Conan pourrait réguler un peu le tempérament d'Hidan avec sa froideur extrême, et elle accepterait ses rituels sans trop broncher, vu qu'elle comprend le but du groupe et du fonctionnement de l'organisation. C'est un groupement de ninjas avec toutes les personnalités possibles, donc ça devrait aller. Les deux seraient loin d'être potes, mais au moins ils bosseraient bien ensemble.
Et je vous laisse imaginer une histoire alternative où Idan change en tombant amoureux de Conan. Mesdames et messieurs, à vos crayons pour la meilleure des fanfictions. Et évidemment, il n'en restait que deux, ce bon vieux Pain et ce très vieux Kakuzu. Bon, ce duo est le dernier que j'ai assemblé, donc il n'avait pas forcément le choix, mais en cherchant un petit peu, j'ai trouvé que ça passe plutôt pas mal dans un petit peu tous les domaines. Pain est un personnage dont le style de combat est ultra versatile. Il peut attaquer au corps à corps via ses 6 corps, à distance, il peut se protéger, passer outre la durabilité ennemie, mettre de la pression via ses invocations, voler, se rendre invisible, se soigner, etc. Cette liste non exhaustive de ses capacités est vraiment beaucoup trop longue pour tout citer, mais il faut juste comprendre qu'il est adapté à absolument toutes les situations. En gros, même tout seul, c'est une équipe de fous. Kakuzu, quant à lui, possède deux facultés. La possibilité de durcir son corps afin d'être plus résistant et la possibilité d'utiliser ses 4 masques au combat qui font office de vie supplémentaire. Il peut se battre au corps à corps ou à distance sans trop problème, parfois même les deux à la fois vu que ses masques peuvent attaquer au loin pendant que lui file des mandales de près. Mais du coup, pourquoi les mettre ensemble peut être une bonne idée? Bah, en vrai, c'est surtout ajouter du positif sur du positif. Il y aurait 6 corps sur le terrain qui vont être extrêmement durs à approcher au vu des capacités du groupe en défense et ils seraient capables de mettre une pression folle à l'adversaire via leur capacité offensive. Rien que là, c'est compliqué, voire impossible de passer ça, même pour des ninjas de rang Sannin ou des Kage. Mais en plus, vous allez rajouter Kakuzu qui doit se faire tuer 5 fois et qui est ultra résistant lui-même grâce à son Doton. Passer les 6 corps de Pain plus les 5 vies de Kakuzu, c'est tendu, surtout que pendant que vous allez tenter d'éliminer un à un les différentes individualités, les autres vont attaquer. Et Kakuzu peut attaquer sur des zones assez larges et via 4 endroits différents via ses 4 masques. Niveau pression offensive, cette équipe est probablement la plus efficace de cette vidéo, et niveau défense, ça passe vraiment bien. Leurs capacités ne vont pas forcément se combiner, mais utilisées en tandem serait ultra solide. Concernant les autres types de missions, le fait d'avoir Pain est un sacré atout. Il peut s'infiltrer assez facilement en utilisant le Pain invocateur et invoquer les autres corps au besoin. De plus, ce corps peut invoquer un caméléon qui peut se rendre invisible et qui est assez galère à détecter. Et s'il veut récolter des infos, il peut faire parler ou lire l'âme de quelqu'un d'un simple mouvement. Kakuzu, quant à lui, semble être plus efficace dans ce qui va constituer les assassinats ou les captures, donc il ne va pas ralentir Pain et les deux seraient adaptés dans la quasi-totalité des missions possibles. Niveau entente, là aussi ça devrait aller. Mettre Kakuzu avec quelqu'un qui ne fait pas de folie comme Idan est probablement le meilleur des plans afin de calmer ses pulsions de rage. Et même si s'énerve, il fera rien face à Pain. Pain il va s'essuyer les fesses avec son masque, mais je pense même pas qu'il va tenter de l'attaquer. Kakuzu semble remplir sa mission de manière assez professionnelle, donc on peut dire qu'il est assez dévoué à ce groupe. Et Pain il a besoin de main d'œuvre, pas d'amis, donc leur relation sera platonique, mais professionnelle. Les deux vont donc plutôt bien bosser en équipe et ils seront capables de gérer dans la quasi-intégralité des situations. Ils vont pas forcément se tirer mutuellement vers le haut, mais les deux vont réussir à communiquer, à collaborer et à remplir leur mission à coup sûr. En vrai, y a pas un Jinchuriki ou un Bijou qui aurait pu gérer ce duo, si ce n'est Kyuubi à 100% de ses capacités, mais comme il ne l'était pas dans le manga, vous avez capté. Mais bon, désolé pour l'argumentation sur ce duo qui est un petit peu plus limité, mais y a pas grand chose à dire. Les deux sont un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont assez galères à gérer niveau pression et assez difficiles à venir à bout. Du coup, c'est comme mettre du bœuf et du poulet dans l'assiette. Et est-ce que ça vaut le coup de manger les deux? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça rend l'assiette bien plus balèze. Mais voilà pour nos différents duos. Je pense qu'avec ces formations, on a des duos relativement équilibrés et qui seraient aptes à remplir un petit peu toutes les missions proposées. Et évidemment que le duo Itachi Obito serait le meilleur au vu de leur capacité, mais les autres duos s'en sortiraient vraiment bien via ces nouvelles combinaisons. Je rappelle également que les duos qu'on a eu dans le manga sont sans doute meilleurs d'un point de vue narratif, mais ça ne nous empêche pas d'analyser d'autres combinaisons pour la passion. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ces duos vous ont plu? Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tier list sur les pâtisseries. Mange deck. Mais imaginez quand même.